Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Dans cette vidéo, en plusieurs parties, on vous propose un cocktail d'anecdotes incroyables que des superstars ont racontées au fil des années. Et vous allez vraiment halluciner. Vous apprendrez par exemple comment Chris Jericho a réussi à faire débannir la prise de finition de AJ Styles à la WWE. Comment Y2J était censé ne rester que 4 mois dans la compagnie en 2016, mais pourquoi il est resté bien plus longtemps que prévu. Et les matchs qu'il était censé avoir à l'origine à WrestleMania 32 et 33. Vous découvrirez aussi comment, avant d'arriver dans la fédération de Vince McMahon, John Cena a enchaîné des échecs qui l'ont mené à vivre à l'arrière de sa voiture. La technique qu'il avait pour manger gratuitement dans une pizzeria à cette période. Et combien il gagnait dans son premier contrat à la WWE. Mais aussi les raisons précises de la haine légendaire de l'ancien booker Jim Cornette pour Vince Russo, l'homme derrière de nombreuses storylines marquantes de l'Attitude Era, dans un coup de gueule véhément. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le cocktail de folles anecdotes racontées par les superstars, siroté. En 2016, quand j'ai fait mon retour à la WWE en début d'année, le plan était juste que je reste jusqu'à WrestleMania et le pay-per-view juste après. J'étais censé travailler avec Dean Ambrose à WrestleMania 32. C'était le projet. Je savais que j'allais faire un heel turn. C'était censé arriver assez vite. Mais Vince McMahon voulait qu'on attende et qu'on le fasse juste après le Royal Rumble. Alors j'ai commencé à planter quelques graines par-ci par-là, avec des éléments qui pourraient énerver les spectateurs, comme une écharpe ou une veste. Maintenant, j'adore l'écharpe. Mais quand je la mettais au début, j'entendais dire qu'elle était stupide. On me demandait comment je pouvais porter une veste sans chemise. On disait que j'étais devenu une caricature de moi-même. J'essayais aussi de lancer des chants avec le public, qui chantait pas vraiment. Mais je savais ce que je faisais. Je savais que c'était stupide. Il y a rien de plus gênant qu'une personne qui essaye de lancer un chant et que le public n'y soit pas réceptif. Mais je savais que tous ces éléments faisaient qu'on pouvait dire « Jericho, il est fini, il doit prendre sa retraite ». Il y avait beaucoup d'animosité contre moi. Mais c'est moi qui tirais les ficelles de tout ça. Parce que je savais qu'au moment de faire mon heel turn, les spectateurs se diraient « Quelle pourriture! Faut le virer !» C'est comme ça que ça a commencé. Quand AJ Styles est arrivé, on a eu un match l'un contre l'autre après le Royal Rumble. Et ça devait être un one-shot avec AJ qui gagne. J'étais allé voir Vince McMahon en lui demandant ce que c'était le projet de ce match. Il me disait qu'il voulait juste qu'on ait un bon match. Mais je lui ai dit que j'avais rien de prévu pour le pay-per-view suivant, et AJ Styles non plus, qu'il avait qu'à nous laisser faire un match en pay-per-view ensemble. Et Vince ne savait rien sur AJ. Il sait jamais rien sur les gars qui arrivent d'autres compagnies. Et dans la foulée, j'ai parlé avec AJ, et je l'ai aidé à trouver son style. Ça m'a pris 10 minutes. Au final, un jour, je vais voir Vince, et il me dit qu'il va changer le programme de WrestleMania. Que Dean Ambrose va bosser avec Brock Lesnar. Et que moi, je vais bosser avec AJ Styles. Je lui dis, mais je viens de travailler avec AJ Styles. Vince me dit que je vais faire un heel turn sur AJ justement. C'est là qu'il y a eu l'idée de faire Y2AJ. Je savais que c'était une idée stupide, mais ça a duré très peu de temps. Ensuite, j'ai fait mon heel turn et c'était parti. C'est là que j'ai réalisé que je m'amusais. Et que j'avais pas envie de partir juste après WrestleMania, comme prévu. Et puis, des gars de mon groupe de rock Fozzy étaient sur un autre projet. Alors, je me suis dit qu'en 2016, je ferais pas du tout de concert avec Fozzy. Aucune apparition, rien, complètement disparaître. À la base, avec Fozzy, on devait faire notre retour en avril 2016. Puis je l'ai reporté plusieurs fois. D'abord à juin, puis à SummerSlam, puis jusqu'en décembre, puis au final jusqu'à WrestleMania 33. Et là, Vince McMahon avait cette idée que je batte Kevin Owens pour le titre à WrestleMania et qu'ensuite je travaille avec Brock Lesnar au pay-per-view suivant. Que là, Brock me détruise et là, j'aurais eu fini. Au final, je suis resté 16 mois alors que c'était censé en être que 4 à l'origine. Grâce à toutes ces choses cool qui se passaient. Mon boulot a toujours été de faire mousser mes adversaires. Ce qui veut pas forcément dire de perdre contre eux. Ça a été de les aider à comprendre comment travailler dans le système de la WWE pour devenir des stars. Quand AJ Styles est arrivé à la WWE, Vince McMahon n'avait aucune idée de qui c'était. Moi, j'avais jamais travaillé avec lui et je l'avais jamais rencontré.
Mais je connaissais sa réputation. Je savais ce qu'on serait capable de faire. On a eu plusieurs matchs, et c'était de mieux en mieux. Le match par équipe que j'ai eu avec lui contre le New Day, où j'ai fait mon heel turn, c'était un 5 étoiles. Notre match à WrestleMania était super. Celui qu'on a eu après WrestleMania, avec aussi Kevin Owens et Cesaro pour devenir le challenger au titre, était excellent. C'est dans ce match que j'ai réussi à débannir sa prise du Styles Clash. Parce qu'elle était bannie à cette période. Vince McMahon avait entendu dire que quelqu'un s'était blessé en subissant cette prise. Mais il savait probablement même pas à quoi elle ressemblait cette prise. Il savait juste son nom. Alors j'avais été malin et j'avais présenté ça à Vince en disant qu'il fallait que AJ me fasse cette prise cool où il te fait tomber sur le visage par terre. On l'avait faite à WrestleMania 32. Je m'étais sorti de la prise, juste pour que Vince puisse la voir. Et les fans étaient en colère contre moi. Ils disaient que je m'étais sorti du Styles Clash, que ça faisait partie de l'enterrement d'AJ. Mais taisez-vous, bande d'idiots. J'aide AJ à ce qu'on s'habitue à sa prise. Et surtout, à ce qu'elle ne soit plus bannie de la WWE. Ce que j'ai réussi, puisque pas longtemps après, il la faisait sur le sol face à Roman Reigns. Je savais que je pouvais aider AJ à s'élever. Et pour moi aussi, c'était super. C'est pas rien d'être dans le ring avec AJ Styles. C'était génial. J'aime catcher. Je fais pas ça pour l'argent ou parce que j'ai besoin de le faire, mais parce que j'en ai envie. Travailler avec quelqu'un comme AJ Styles me rend encore plus créatif et m'aide à être encore meilleur. Ce qui a fait qu'AJ Styles ait pu devenir champion, c'est sa personnalité. Flash info, c'est pas ce que tu sais faire dans le ring qui compte à la WWE. Et c'est très bien comme ça. C'est comme la série The Walking Dead. On dit que c'est une série trop cool de zombies. Non les mecs, c'est une série dramatique avec des zombies en arrière-fond de l'histoire. Ce qui compte, c'est les personnages. Comment ils réagissent, comment ils se trahissent et ce genre de choses. La WWE, c'est une série dramatique avec le catch en arrière-fond. J'en ai rien à faire de combien de matchs 5 étoiles tu peux avoir. Si tu n'as pas de connexion avec le public et avec les spectateurs, tu réussiras jamais. AJ Styles est arrivé avec cette réputation d'être le roi des matchs 5 étoiles. Mais il devait réussir à créer une connexion avec les spectateurs. Ça n'a pas été facile au début. Puis, il a fait un heel turn, ils ont commencé à l'aimer, à apprécier ses promos, et c'est là qu'il a commencé à briller. C'est comme Daniel Bryan. Du jour où il est arrivé à la WWE jusqu'au jour où il est parti, son niveau dans les promos est passé de 1 à 100. C'est pareil pour moi. Quand je suis arrivé, mon niveau dans les promos était pas mal, mais pas aussi bon que maintenant. T'apprends. Tu dois créer une connexion avec le public. Quand l'équipe des Young Bucks fait des matchs et qu'ils les prennent à la légère en faisant des blagues, les spectateurs adorent. Je préfère les voir avoir ce genre de match plutôt que de les voir faire leur prise du Meltzer Driver, parce que c'est comme ça que tu te blesses. Et croyez-moi, vous voulez pas vous blesser. Hein, c'est pas grave, c'est rien. Non, croyez-moi, faut pas vous blesser. Sinon, votre carrière va être de plus en plus courte. Plus tu arrives à créer une connexion avec le public en faisant moins dans le ring, plus ta carrière sera longue, plus tu te feras d'argent, et plus ce sera stimulant créativement. Toute ma carrière est arrivée par accident. Toute mon existence a été basée sur une série d'événements chanceux qui se sont alignés. Je savais même pas que je pouvais faire carrière dans le catch à la base. J'en ai regardé à la télévision en étant jeune. En étant adolescent, j'ai fini par ne plus regarder parce que je devais étudier, faire du sport, aller trouver un vrai travail. Je suis allé à l'université, j'ai eu un diplôme, j'ai essayé de trouver du boulot lié à mes études en Californie. Je suis pas venu à Los Angeles pour faire carrière dans le monde du divertissement, mais pour appliquer mon diplôme de physiologie sportive et de kinésiologie, ce qui est en gros un diplôme en musculation. J'étais passionné par ça à l'époque. J'avais commencé à faire de la musculation à 13 ans, donc c'était des choses que je connaissais. J'avais jamais l'impression d'aller à un cours. Et j'ai donc essayé d'appliquer mon diplôme à Los Angeles, et j'ai vraiment échoué, parce que j'arrivais pas à trouver la moindre forme de validation pour ce bout de papier pour lequel j'avais payé pendant 4 ans. Ce certificat de l'université de Springfield qui dit qu'il pense que je sais de quoi je parle. Et je montre ce diplôme à des personnes, mais elles s'en fichaient complètement. Avoir les connaissances, c'est une chose. Avoir l'expérience de vie et la sagesse,
ça en est une autre. Peut-être que je tapais sur les nerfs des autres, peut-être que je ne savais pas bien me tenir dans des entretiens, peut-être que je cherchais pas aux bons endroits. C'était en 1999, on était moins interconnectés qu'aujourd'hui. J'ai échoué à un point où je vivais dans ma voiture. J'étais fan de Los Angeles, mais je pensais que j'allais devoir retourner d'où je venais. J'ai passé un examen pour intégrer la brigade routière. J'ai échoué aussi. J'ai aussi échoué dans toutes les branches du fitness. Que des portes fermées. Je me rappelle que j'ai été vigile dans un endroit qui s'appelait Sharky's à Hermosa Beach. Et il y avait une pizzeria juste à côté qui faisait un challenge où si tu arrivais à manger leur pizza en entier, tu payais pas. J'y allais tous les soirs pour manger cette grosse pizza en entier. Pour ne pas avoir à payer, parce que j'avais pas d'argent. À travers toutes ces situations inconfortables, tu découvres qui tu es. Je vivais à l'arrière de ma voiture. C'était une Lincoln Continental. Ça a duré 3 ou 4 mois. Puis j'ai déménagé dans un garage où je suis resté 6 mois. Souvent, on entend des histoires sur les années de galère. Mais moi, je suis très chanceux d'avoir mon histoire. Parce que c'était mon choix de vivre des galères. Mon père me disait toujours que j'étais son fils, qu'il m'aimait et que je serais toujours le bienvenu à la maison. Si j'étais resté à West Newbury, dans le Massachusetts, j'aurais eu un toit, à manger. Mais j'ai choisi de galérer. Mon premier contrat avec la WWE était de 12 000 dollars par an. J'ai quitté mon job le jour où j'ai signé. Je crois que mon loyer était de 1000 dollars par mois. Donc tout mon argent allait dans mon loyer. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'avait répondu « J'espère que tu t'en sortiras ». J'avais dit à mon père que j'avais signé avec la WWE. Il m'avait répondu « C'est incroyable, ça va être génial, j'y crois pas ». Encore aujourd'hui, il est très fier. Le monde entier connaît mon opinion sur Vince Russo. Je débattais avec l'intervieweur Sean Oliver l'autre jour, et il me disait que le catch pouvait pas juste être du catch, qu'il fallait autre chose, qu'il pouvait pas y avoir de la haine dans une histoire juste pour du catch. Moi, je lui disais que si, que c'était possible. Avec Vince Russo, on ne pourrait pas être plus opposés. Il vient de New York, je viens du Kentucky, c'est un scénariste, moi je suis booker. On n'a rien en commun. On pourrait pas être plus opposés, à part si l'un de nous était une nonne noire et lesbienne. Mais avec moi, c'est personnel. J'ai grandi en étant un fan de catch, puis j'ai eu la chance de rentrer dans le business, de pouvoir bien en vivre, de travailler avec des légendes. J'ai catché dans un ring avec Dusty Rhodes, Superstar Billy Graham. J'ai été sur des mêmes cartes de show qu'André le Géant. J'ai eu la chance d'être un matchmaker et un booker. J'ai eu la chance de faire toutes ces choses. Et je vois un gars qui arrive et qui prétend être un fan de catch. Il a juste regardé du catch quand il était gamin à New York. Et tout ce dont il se rappelle, c'est quand Roddy Piper a cassé la noix de coco sur la tête de Jimmy Snuka. Il se rappelle pas du build-up de ça, ou de ce qui s'est passé après. Il se rappelle juste des angles. Il a un trouble du déficit de l'attention. Il est comme un junkie qui appuie sans arrêt sur un bouton pour avoir de la morphine. Il lui faut toujours plus et maintenant. Il a juste des souvenirs vagues des choses. Il a jamais respecté l'industrie du catch. Il a jamais respecté les personnes qui en font partie, ni celles qui aiment cet univers. Un jour, il m'a regardé comme si j'avais du caca qui sortait de ma bouche quand je lui ai dit « Tu crois que les spectateurs n'ont jamais cru que le catch était réel ?» Il me disait « Pourquoi ils croiraient que c'est réel? Tout a toujours été faux !» Je lui ai dit « Peut-être que ce que toi tu regardais à New York dans ce territoire paraissait toujours faux. Mais c'est pour ça que nous, dans le Sud, on essayait de faire en sorte que les spectateurs y croient. Pardon, mais j'ai au moins rencontré 100 personnes dans ma carrière de manager qui étaient prêtes à aller en prison et à me frapper devant des policiers parce qu'elles étaient en colère contre moi. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de faux? Non, ça fait de moi quelqu'un qui est suffisamment bon dans son travail pour autant énerver les spectateurs. Il a manqué de respect à chaque fan de catch en ne le prenant pas autant au sérieux que moi. Il a détruit des carrières avec ses gimmicks stupides et toutes les choses nulles qu'il faisait faire aux catcheurs. Parce qu'à cause de lui, ces gars ne pouvaient pas retravailler dans le business et faisaient fuir tous les autres promoteurs. C'est pour ça que je le déteste. Je le déteste pour avoir fait paraître le catch comme étant nul et faux aux yeux de beaucoup de personnes. Le catch avait déjà une sorte de mauvaise réputation.
Et des personnes de l'industrie ne lui ont parfois pas fait honneur par les choses qu'elles ont faites à l'extérieur. Mais Vince Russo a pris le catch et l'a complètement décrédibilisé. Il en a fait une grande blague et a craché sur toute personne qui s'est déjà pris un bump dans le ring. S'il se baladait dans des vestiaires de catcheurs, il serait dans un endroit totalement inconnu pour lui. Ça me rend malade que ce gars ait pu vivre de ce qu'il a fait dans le monde du catch. Il ne le respecte pas, il y croit pas. Il a eu de la chance parce qu'un jour Vince McMahon s'est réveillé et s'est dit qu'on faisait n'importe quoi et qu'il fallait faire ce que ce gars disait parce que c'est différent. Le succès dans le catch, c'est pas d'avoir une période où t'as moussé, mais c'est ta longévité. Et en termes de longévité, Vince Russo n'a rien accompli. Il a eu la chance d'avoir deux superstars absolus qui attiraient les foules, Stone Cold Steve Austin et The Rock, dans un roster, avec une production télé de qualité supérieure, le meilleur commentateur de tous les temps, Jim Ross, et un budget illimité. Il a moussé pendant 2 ans, et depuis, tout ce qu'il a fait, c'est essayer de recréer ça, mais en fait, il a contribué à ce que la WCW s'effondre, il a jamais rien fait pour la TNA, et depuis, il a plus passé de temps chez lui que dans le business. Pour moi, il n'est qu'un feu de paille, et il mérite de rester chez lui. Dans la prochaine partie, vous découvrirez entre autres comment Chris Jericho a noté toutes les idées qu'il avait pour le finish de son match iconique contre Shawn Michaels à WrestleMania 19 dans un magasin de sport. Comment les deux hommes n'ont eu besoin que de 10 minutes pour préparer ce classique. Mais aussi, qui devait être l'adversaire de Y2J dans ce show à la base. Et la phrase marquante que Vince McMahon lui avait dite après avoir vu son segment avec HBK. Vous apprendrez pourquoi John Cena a fait une dépression pendant le tournage de son film avec Jackie Chan. Et comment le yoga a changé sa vie. Pourquoi Big Show est allé à All Elite Wrestling et son grand objectif qu'il a là-bas. Et même, qu'est-ce qui mettait Jon Moxley à bout dans ses derniers mois à la WWE et comment une randonnée avec sa femme l'a fait avoir un éclair de lucidité. En tout cas, vous avez pu apprécier toutes ces anecdotes étonnantes. On pense notamment au fait que Chris Jericho était censé gagner le titre universel contre Kevin Owens à WrestleMania 33 pour ensuite le perdre juste derrière contre Brock Lesnar. Les galères que John Cena a connues quand il a déménagé à Los Angeles, ou encore la haine viscérale de Jim Cornette pour Vince Russo. Et ça me fait vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cornette à propos de l'influence nocive de Russo sur le catch, ou est-ce que vous pensez qu'il est à côté de la plaque? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous étiez fan de Chris Jericho et de sa gimmick de la liste en 2016, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.